Alors donc, le thème de cette année, donc pour la Fête de la Science, c'est l'océan des savoirs. L'océan des savoirs, c'est en rapport avec l'année de la mer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette année, c'est l'année de la mer. Ça a commencé en septembre, ça terminera en septembre de l'année prochaine. Et donc l'océan des savoirs, ça veut dire d'abord tous les savoirs autour de l'océan. Mais évidemment, ça peut s'entendre aussi de manière métaphorique. Et c'est ce qu'on a choisi de traiter à travers la question, donc qu'on va aborder avec vous et avec nos invités. Donc nous avons choisi d'aborder ce thème en filant la métaphore « Comment naviguer sur un océan de savoir ?» Nous traiterons cette question avec 3 invités, 2 que nous avons la chance d'avoir avec nous et un qui est en visio et à qui nous poserons prioritairement les premières questions. Alors, on va vous présenter les 2 invités donc, qui sont avec nous ce soir. Donc Stéphanie Debray, qui est docteur en philosophie et qui a fait une thèse sur la science et ses contrefaçons et qui défend la position, enfin, c'est comme ça que je l'ai trouvé résumé dans votre présentation, qui défend une approche démarcationniste, elle aura peut-être l'occasion de nous l'expliquer tout à l'heure, fondée sur le rôle des valeurs dans les décisions scientifiques. Voilà, vous êtes membre associé des archives Henri Poincaré et vous travaillez en collaboration avec une unité du CNRS et l'Université de Lorraine et de Strasbourg. Voilà. Et Pénélope Selozon-Kosinski, qui est doctorante en sciences de l'information et de la communication, qui travaille avec le Centre de recherche sur les médiations, le CREM, dans l'Université de Lorraine, et qui travaille sur une thèse sur le traitement et l'expression de l'incertitude scientifique dans les médias audiovisuels en France, des années 50 jusqu'à 2023, donc jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et toutes les 2, dans leur parcours, s'intéressent beaucoup à la question de la médiation scientifique, qu'elles essaient de pratiquer sur le terrain aussi. Voilà, d'où sans doute l'acceptation, le plaisir qu'elles nous ont fait d'accepter d'être là avec nous ce soir. Voilà. Antonio Fischetti, après un doctorat en sciences physiques, vous avez été enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, au Centre supérieur de musique et de danse de Paris, ainsi que pour des étudiants ingénieurs du son dans des écoles de cinéma, Louis Lumière ou la Fémis. Journaliste, vous avez été rédacteur adjoint des numéros spéciaux de Sciences et Avenir. Vous avez également publié une quinzaine d'ouvrages, dont certains destinés aux enfants, réalisé des documentaires, notamment audio pour Arte Radio. Depuis 1997, vous rédigez les chroniques scientifiques de Charlie Hebdo, dans lesquelles vous n'hésitez pas à dénoncer les détournements mercantiles des acquis scientifiques, les charlatanismes, mais aussi où vous émerveillez des acquis de la science. À ce propos, je voudrais citer un extrait de votre chronique du 4 septembre dernier consacrée à l'antimatière. « En quittant le CERN, écrivez-vous, on est pris de vertige. On se dit qu'on n'a évidemment pas tout compris, mais qu'il n'est pas désagréable d'y voir une forme de poésie et de philosophie. Le plus beau, c'est qu'il n'y a pas d'application directe. Le CERN, c'est l'un des temples mondiaux du savoir pur, destiné à comprendre d'où nous venons, de quoi nous sommes faits. Et ce genre d'endroit vaut largement toutes les églises et marchandises du monde. » Alors, avant de commencer les questions, que nous commencerons à poser à Antonio Fischetti, en fait, pour des raisons de commodité, on ne va pas pouvoir faire un plateau mis à distance et mis en présence. Et donc, on va d'abord poser des questions à Antonio Fischetti et ensuite à nos 2 chercheuses sur le plateau. Mais d'abord, une petite introduction au thème proposé par Serge. Longtemps à la périphérie de la société, la science a, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, investi le siècle. Mais ces progrès, les enjeux liés à leurs applications technologiques, industrielles, sont mal compris par le public. Avec l'exponentielle croissance des savoirs scientifiques, la spécialisation extrême et son cortège de langage, de métalangage, de jargon, le fossé s'est considérablement creusé entre ce que dévoilent les sciences et les représentations qu'en construisent les citoyens. Ceux-ci élaborent une vision fantasmatique contradictoire, balançant entre l'idée d'une science bienfaitrice, contribuant au bien-être quotidien, et celle d'une camarilla d'apprentis sorciers œuvrant aux limites de l'éthique, les dépassant parfois pour mettre le monde en danger.
vision schizoïde de la science entre une rationalité nourrie d'innovation et de technicité fonctionnelle incomprise et la tentation d'une explication magique pour la fortune des charlatans, astrologues et autres équarrisseurs d'extraterrestres en prime time. En guise de culture scientifique, l'on se contente alors de surfer sur un tsunami d'informations disparates, souvent déformées, détournées pour des manipulations mortifères. Une culture scientifique dangereuse dans un pays industriellement développé, où la population finit par se nourrir de rumeurs, de « je ne serre pas la main d'un séropositif », de « je ne veux pas d'un vaccin qui trafique mon ADN », ou à coup de concepts scientifiques dont il ne reste que l'étiquette, comme ces fameuses sessions de rééquilibrage quantique de pseudo-praticiens visent surtout les portefeuilles des gogos. Les scientifiques eux-mêmes, pendant longtemps, à quelques exceptions près, n'ont pas toujours pris la peine de communiquer en dehors des cercles restreints, des revues spécialisées et des colloques. Et les citoyens se sont souvent trouvés à l'écart des décisions prises en conseil d'experts. Pour réduire ce clivage, depuis le début des années 1980, des efforts ont été accomplis. Création des centres de culture scientifique et technique et industrielle. Celui de Thionville, au fil des sciences, a malheureusement disparu dans les années 2000. Définition d'un statut du chercheur incluant la communication. Déploiement de la fête de la science depuis 1991. Si le thème de cette année, un océan de savoir, est abordé comme une métaphore, il enrichit les réflexions précédentes. Comment apprendre aux citoyens à naviguer dans cette masse de connaissances nouvelles produites à flux continu par les scientifiques dans tous les domaines? Comment baliser, éclairer, disposer les amers utiles pour le cabotage des esprits curieux et leur éviter la dérive vers les hauts fonds et les écueils de l'ignorance ou des fake news? L'objectif n'est pas de transformer les citoyens en hauturiers de la science, mais bien de leur donner quelques clés pour, c'est le plus nécessaire des enjeux, leur permettre de s'orienter et de s'impliquer lorsqu'il s'agit de définir quelques caps, notamment lorsque les recherches et leur prolongement technique soulèvent des questions éthiques. Alors merci. Donc on va se tourner maintenant vers Antonio Fischetti pour commencer à échanger avec lui, avec vous sur cette question. Et on va commencer par vous poser une question sur le sens de cette métaphore pour vous de l'océan des savoirs. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette image de l'océan des savoirs ? D'abord, je voudrais m'excuser à ne pas être avec vous ce soir, hein, puisque j'aurais bien aimé, mais comme vous le disiez, je dois être demain matin au Mans, c'est un peu difficile. En tout cas, merci de votre invitation. C'est un sujet très intéressant. Pour moi, l'océan des savoirs, évidemment, c'est un océan infini et dont les rives reculent toujours de plus en plus, mais c'est la définition même du savoir, puisque les scientifiques le savent, dès qu'on découvre quelque chose, c'est encore un autre océan qui s'ouvre sans cesse. Donc, le problème, c'est que dans cet océan, on est facilement noyé quand on n'a pas la boussole. Et moi, ce que j'essaie de faire en tant que journaliste scientifique à Charlie, c'est d'essayer de donner des petites clés. Disons, cette boussole, il n'y en a pas 36, cette boussole, c'est la méthode scientifique, l'esprit scientifique. Et cet esprit scientifique, ce n'est pas une question de connaissances. Et ces règles sont simples à connaître, même pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études ou qui n'a pas du tout de culture scientifique. C'est la seule... voilà, cet océan. Moi aussi, parfois, je suis noyé quand j'essaie... je me lève le matin, je découvre des dizaines d'articles, et puis après, le lendemain, il y en a encore, j'ai pas à peine le temps de les lire, il y en a encore des dizaines et des dizaines d'autres. Donc très vite, on peut être submergé. Mais Internet, justement, ça double tranchant parce que cet océan est vraiment infini. Moi, quand j'ai commencé mes études, il n'y avait pas Internet. On allait en bibliothèque sortir des volumes et on les lisait. Voilà. Donc, en fait, c'était beaucoup plus difficile, mais finalement, la connaissance était finalement plus limitée. Alors qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus étendu, mais en même temps, c'est plus facile. Il suffit d'avoir 2 clics. Et il y a un vertige qui nous noie si on n'a pas ces clés. Moi, je le sens, effectivement, cet océan des savoirs, c'est un peu comme si on était dans une barque poussée par des vents contraires sans cesse. Voilà. Donc, il faut avoir la boussole. Et la boussole, j'espère quand même la voir avec ce raisonnement qui est une clé pour ne pas se perdre. C'est ça que ça m'évoque.
D'accord, merci. Donc, beaucoup de choses qu'on va pouvoir approfondir à travers les questions suivantes. Et justement, pour mieux comprendre de quoi on parle, comment est-ce que vous définiriez le savoir? Et est-ce que ça vous semble équivalent à information, à science? Comment est-ce que vous pourriez distinguer justement ces trois notions proches, information, savoir, science? On est sans arrêt dans un paradoxe, j'ai l'impression que le savoir, mais justement, je dirais le savoir, je le définirais comme un paradoxe, c'est-à-dire le savoir scientifique, il est toujours en évolution. On ne peut pas le prendre comme un savoir figé dans le marbre, d'une certaine façon, puisqu'on sait que la théorie de la gravitation, c'est pas la même à l'époque de Newton et celle aujourd'hui avec Einstein, et tout évolue, et c'est normal, c'est comme ça que la science évolue. Cependant, c'est comme ça que la science avance, donc il n'est jamais figé. Hein, et à chaque époque, il y a des choses qu'on croit comme étant vraiment vraies, et puis on se rend compte un siècle ou deux après que ça évolue. Cependant, le problème, c'est que le risque, c'est de tomber dans le relativisme et de se dire tout se vaut. Or, tout ne se vaut pas. Justement, il y a quand même des vérités qui sont pas les mêmes. Hein, et c'est ça le problème. Nous, à Charlie, je connais bien ça parce que, en fait, je dirais souvent, on est coincé entre un lectorat qui parfois est sensible justement à ce relativisme culturel et qui a ces pseudo-théories, au charlatanisme, etc. Et moi, j'essaie de le dénoncer, justement, je le dénonce tant que je peux. Et tout ne se vaut pas. Voilà, par exemple, je veux dire, la théorie de la gravitation, c'est pas la même chose que le croyance d'un chamanique. J'ai tout le respect du monde pour les chamans, mais c'est pas la même chose. Hein. Un avion, il vole, et la preuve que la théorie est valable, c'est que l'avion, sans accident, il s'écrase pas, quoi. Donc, voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, comment, voilà, pour moi, le savoir, c'est comment naviguer, toujours on en revient à la navigation entre, je dirais, des croyances qui sont sans arrêt en évolution, hein, qu'il faut prendre comme telles, et en même temps, voilà, les admettre aussi comme des choses qui ont une valeur supérieure, même si ce mot est souvent un peu voilà, méprisé parce qu'on ne doit pas se sentir supérieur, mais c'est supérieur aux croyances qui, elles, voilà, n'ont pas montré leur validation par l'expérience. Donc c'est ça, le savoir, une quête permanente. Hein, voilà, et souvent, justement, nous, comme vous le disiez en introduction à Charlie, c'est même dans la charte hein, définie par François Cabanas, c'est de se battre contre la religion, les pseudosciences, voilà, les croyances. Et comme vous le disiez, moi, quand j'étais au CERN, justement, pour moi, c'est fondamental de se dire, voilà, de quoi nous venons, de quoi est faite la matière. Il peut y avoir des croyances religieuses, mais le scientifique, lui, il apporte d'autres explications qui sont sans arrêt en évolution. Voilà, avant, au 19e siècle, on croyait que c'était la matière, c'était des petites billes, machin, tout ça. Maintenant, on sait que voilà, c'est autre chose avec la mécanique quantique, et puis peut-être que dans un siècle, ça sera encore autre chose. Mais ce savoir qui se dérobe sans cesse, il a d'autres valeurs. Voilà, enfin, je ne sais pas si je suis clair parce que je dis en même temps beaucoup de choses, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais enfin voilà, c'est comme ça que je perçois le savoir. Et je constate qu'il est souvent justement, parce qu'il évolue, et c'est ça le problème, il est souvent dénigré par ceux qui veulent tout mettre sur le même plan en disant voilà, les scientifiques, vu qu'ils ne savent pas forcément, du coup, ça ne vaut pas plus que les chamans. Ou quand je dis chamans, c'est l'ensemble voilà, ceux qui font de la pseudo-science. Mais non, c'est pas pareil, voilà. Comment concevez-vous votre rôle de vulgarisateur? Est-ce que vous vous voyez comme un pilote qui alerte sur les écueils de l'ignorance, ou est-ce que vous pensez apporter des rudiments de navigation à vos lecteurs? Oui, des rudiments de navigation, parce qu'en fait, le savoir, c'est pas quelque chose qu'il faudra accumuler sans cesse, parce qu'on n'en sort pas, on se noie. Le savoir, c'est se repérer, hiérarchiser ce qui nous tombe sans arrêt tous les jours, dans les oreilles, dans les yeux. Donc moi, j'essaie de donner des clés, et justement, déjà de considérer
que tout le monde peut avoir accès au savoir scientifique. C'est pour ça que, par exemple, moi, quand j'ai proposé, c'était un bon exemple, le reportage que j'ai fait au CERN, parce que c'est surprenant dans Charlie Hebdo, les gens croient que souvent il n'y a que des caricatures, et non, il y a des chroniques scientifiques, il y a des articles, donc je fais 3 pages sur le CERN dans Charlie Hebdo, c'est la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Eh ben, je considère qu'effectivement, j'essaie d'expliquer de façon, la manière la plus accessible, hein, au plus grand nombre. Voilà, je pense y arriver à peu près. Hein. Plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont compris à peu près. Maintenant, évidemment, que je ne vais pas expliquer ce qu'est la mécanique quantique en 3 pages. Il faudrait 7 ans d'études à l'université pour se faire une idée. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire qu'il n'y a que les gens qui ont fait 7 ans d'études de physique qui peuvent avoir des notions, sinon on tombe dans quelque chose d'absolument antidémocratique. C'est toujours, encore une fois, dans une ambiguïté, c'est-à-dire en même temps, si si on dit tout le monde peut avoir un avis, par exemple, sur le Covid. Le Covid, c'est un bon exemple. Hein. On se retrouve avec des gens qui, on a vu ça sur le plateau télé, avaient tous un avis scientifique. On ne peut pas forcément avoir un avis scientifique. Moi, au tout début du Covid, je n'avais absolument pas d'avis sur la pertinence, par exemple, l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, est-ce que c'était bon ou pas? Je ne sais pas, je ne peux pas dire si c'est bon ou pas avant qu'on l'étudie. Hein, voilà. Mais d'un autre côté, euh, euh, on ne peut pas aussi, disons, dire il n'y a que les experts qui peuvent avoir une parole, parce que sinon on arrive à quelque chose de complètement technocratique, hein, et les gens qui ne connaissent pas la science n'ont pas leur parole, donc de droit au chapitre. Donc voilà, donc alors par exemple, il faut voir, il faut attendre, il faut faire le tri entre. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner, oui, encore une fois, des éléments aux citoyens de base, des éléments qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'esprit des Lumières, c'est-à-dire la méthode scientifique, la rigueur scientifique. Quand j'entends quelqu'un à la télé me parler du Covid ou de n'importe quel autre sujet, quand je dis je me mets à la place d'un citoyen, quels seraient les moyens de lui, de lui donner, moyen de se faire un avis, quoi. C'est pas simplement, je dirais, moi, ce que j'appelle le syndrome de la blouse blanche. C'est pas parce que c'est un professeur réputé qui dit pas de bêtises. Il y en a, on a quelques exemples, hein, de nombreux exemples. Hein. C'est pas suffisant. Après, c'est un ensemble de critères. Il y a ça, il y a aussi, d'où vient sa parole, quelle est la vie de la communauté scientifique, etc. Donc c'est un peu tout ça. Moi, ce que j'essaie de faire, alors nous, au Charlie, on n'est pas simplement, comment dire, c'est pas le même journalisme scientifique que je ferais quand je travaillais avant dans d'autres revues scientifiques, Sciences et Avenir, etc. À Charlie, on peut se permettre d'avoir un avis personnel, une opinion personnelle. Donc, je mixe à la fois, disons, mon travail de journaliste, d'aller récupérer l'information au plus près, hein, des chercheurs, et puis de me permettre, ce qu'un scientifique ne fait pas, de donner mon avis personnel, mais attention, en faisant bien la part des choses. Nous, par exemple, à Charlie, on fait souvent, dans les dernières pages, si vous connaissez Charlie, des brèves, c'est-à-dire il y a une partie vraie, ça c'est le vrai fait, hein, et puis il y a notre avis. Donc on ne mélange pas les deux, hein, pour que les gens savent, ça c'est la réalité, c'est ce qui produit, ce qui s'est produit, ça c'est ce qu'on en pense. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire aussi. Hein. Que pensez-vous de ce que le sociologue Gérald Bronner appelle la dérégulation du marché des savoirs sur Internet? Est-ce selon vous la réalisation ou la perversion, le détournement de l'idéal de démocratisation porté par les Lumières, qui rêvait d'ouvrir l'accès au savoir au plus grand nombre pour former des citoyens éclairés, aptes à prendre part à la vie et aux décisions politiques? Ben, oui, je connais bien Gérald Bronner, mais je suis d'accord avec lui sur l'essentiel de ce qu'il dit. Maintenant, on ne peut pas brider, voilà, l'expression. Moi, je suis pour toutes les expressions, que même les complotistes, aient le droit de s'exprimer, hein, même si évidemment je ne suis pas d'accord avec eux. Le problème, c'est comment
quand vous avez un site qui va dire une information pertinente, fondée, scientifique, recoupée, validée par la communauté scientifique, et à côté vous avez 300 sites complotistes qui vont dire l'inverse et qui vont avoir le même langage, parfois le même vernis scientifique, comment faire en sorte que, je sais pas, un collégien ne soit pas noyé là-dedans, parce que souvent c'est beaucoup plus séduisant, attractif. C'est ça le problème, et ça, c'est un problème, effectivement. Je pense que moi, pour ces dérégulations, nous, en tant que journalistes, on fait ce qu'on peut. Hein. Maintenant, on a un faible pouvoir dans le sens où les journaux sont de moins en moins. Enfin, disons, les jeunes lisent peu de journaux, on le sait. Maintenant, les enseignants, ça devrait être, mais je pense devrait y avoir des cours de méthode scientifique au collège, des cours de méthode scientifique qui ne sont pas des cours de physique, qui ne sont pas des cours de maths, mais la méthode scientifique, elle s'applique en sociologie, elle s'applique en psychologie, elle s'applique dans tous les domaines, elle s'applique même en philosophie, la méthode scientifique. Et ça n'existe pas, en fait. Hein. Je dirais, oui, c'est du repérage, de la boussole. Donc, ces dérégulations, elles nous envahissent, voilà. Mais il faut lutter contre ça. Et Gérald Bronner, il a en général de bonnes solutions, de bonnes idées. Hein. Oui, merci. Justement, Gérald Bronner, il a aussi travaillé dans une commission pour essayer de voir comment enseigner l'esprit critique. Donc, il essaie de trouver une solution. Alors, on ne voudrait pas être trop sombre, mais il y a un autre risque sur lequel on voulait vous interroger, c'est celui de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, malheureusement, peut apparaître comme non plus seulement un moteur de recherche, mais celui qui va créer une espèce de synthèse des savoirs complètement déconnecté de toute la complexité que vous venez de mettre en avant, c'est-à-dire le fait que le savoir, il s'élabore progressivement dans des débats. Il n'y a jamais de certitude définitive, il y a des polémiques, il y a des questions, il y a des consensus ou pas, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que, à s'adresser à l'IA, on ait l'illusion finalement de savoir à un moment donné ce qu'on sait sur la question, point barre, et qu'on ne fasse plus cet effort de difficile navigation dans l'océan des savoirs? Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Je pense qu'il faut alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle, ça c'est sûr. Il y a même les prix Nobel, c'est la semaine dernière, qui ont eu le prix Nobel de physique. Ils ont eux-mêmes dit qu'ils trouvaient que c'était extrêmement dangereux. Je crois que c'est quand même la première fois que des prix Nobel, qui normalement, exultent d'être, de leur consécration, disent attention, ce sont des prix Nobel qui ont travaillé sur les réseaux de neurones, qui ont été donc des technologies qui ont donné lieu à l'intelligence artificielle. Donc eux-mêmes, ils ont dit attention, il y a des risques, c'est dangereux pour l'humanité. Et il y a eu aussi, même avant, des signataires de pétitions, de gens qui sont vraiment en pointe de l'intelligence artificielle, qui alertent sur ces dangers. Donc évidemment, tout dépend ce qu'on en fait. Si l'IA permet d'être un outil utile pour diagnostiquer des maladies, mais bien sûr, pourquoi pas. Si ça peut aider aussi, pourquoi pas. Maintenant, si ça veut aider à toutes les tâches qu'on connaît quotidiennement. Maintenant, on s'aperçoit quand même que ça ne fait pas qu'aider, mais ça remplace quand même un petit peu, comme ce qu'on a dit dans les années 70, on a dit les machines allaient supprimer des tâches difficiles, mais que ça ne créerait pas de chômage puisque les gens allaient travailler ailleurs. Et on s'aperçoit maintenant que c'est complètement faux, que en fait ça crée du chômage parce que ça ne déplace pas le travail, mais ça le remplace. Et on risque d'avoir la même chose avec beaucoup de choses qui sont faites avec l'IA. Moi, je donne quelquefois des cours je donne pas beaucoup, mais une semaine par an de cours dans une école de cinéma, justement. Et je vois les élèves qui sont là avec ChatGPT pour essayer de répondre aux questions que je leur pose. Et je suis complètement halluciné. Donc maintenant, mon travail, moi, c'est de leur poser des questions auxquelles ChatGPT ne peut pas répondre, justement. J'en trouve, justement, là, ils sont paniqués tout d'un coup. Et le problème aussi, c'est, je vois bien, par exemple, quand je discute avec des jeunes, des fois, ils vont sur Internet tout de suite pour vérifier si ce que je dis est vrai, comme si, là, il y avait un doute si on le dit, mais si c'est sur Internet, c'est que c'est vrai. Bon, là aussi, c'est quand même extrêmement dangereux. Et puis, il y a aussi l'idée que maintenant, quand je vois ça aussi, on avait des stagiaires avant à Charlie,
moins maintenant, mais souvent ils ont une tendance à se dire voilà, tout est sur Internet et on perd le contact avec la réalité. Quand ils ont un article à faire, ils se contentent de chercher sur Internet comme si tout était là. Alors qu'en fait non, il y a quand même un monde réel. Et donc cette confusion, enfin, disons, cette croyance que le vrai monde, finalement, c'est ce monde virtuel. Et on perd le contact avec le monde réel. Et je pense que ça, c'est vraiment un danger aussi pour moi. Donc voilà, donc il faut savoir utiliser l'IA comme toutes les technologies, mais alerter de plus en plus sur les dangers qui, à mon avis, sont de plus en plus envahissants, ça c'est sûr. Ben merci, on voit que votre rôle de vulgarisateur scientifique est encore plus nécessaire qu'avant, peut-être. Merci beaucoup pour avoir Merci répondu à vous, à nos questions, même à distance. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, on va reprendre maintenant, poursuivre la discussion avec nos deux invités qu'on a la chance d'accueillir avec nous. Alors, on va reprendre une partie des questions qu'on a posées à Antonio Fischetti et on va développer peut-être un peu parce qu'on a un petit peu plus de temps. Alors, on va reprendre sur la question de la métaphore. Voilà, on reprend dès la première question. Est-ce qu'elle est pertinente d'ailleurs, cette métaphore? Qu'est-ce que ça veut dire être en face d'un océan de savoir? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Question à toutes les deux, vous répondez. Alors Stéphanie, je ne sais pas si tu préfères commencer. Je vais commencer, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc l'expression océan de savoir, ça me fait immédiatement penser à deux choses, la biodiversité et la diversité des savoirs. La thématique déjà m'inspire des choses plutôt agréables, c'est la thématique de la fête de la science, donc c'est la fête, c'est des moments de rencontre en tout cas importants, un peu comme des îlots dans cet vaste océan où chercheurs, enseignants, médiateurs scientifiques, étudiants peuvent se rencontrer. Donc merci beaucoup pour l'invitation, l'organisation de ces événements. Ces points entre science et société sont des occasions précieuses qui me rappellent également une de mes thématiques de recherche un peu connexes, qui sont les pratiques émergentes où on inclut le public, on collabore parfois avec les citoyens. Donc ça me fait penser à ça en premier lieu, l'océan. Donc, par exemple, on peut explorer aujourd'hui depuis chez soi, grâce à des dispositifs comme Ifremer, les fonds marins, avec des images qui sont filmées à 1500 mètres de profondeur, des geysers, des coraux, étudier les espèces à Brest, partout dans le monde. Vous pouvez aussi, depuis chez vous, aider les scientifiques à analyser les cris de mammifères marins ou prendre des photos des déchets quand on est au bord de l'eau, qui vont être analysés en fonction des courants. Donc tout ça, ça montre que cet océan, c'est devenu aussi un espace de collaboration entre scientifiques et citoyens à l'échelle mondiale. Alors ces collaborations supposent évidemment des précautions méthodologiques par exemple, mais ça m'inspire des choses positives, parfois fascinantes comme l'océan. Ensuite, la métaphore, l'océan des savoirs. Alors, ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue cette semaine un peu par hasard et que j'ai trouvée à propos. Je vous la lis. Les savoirs peuvent être aussi vastes que l'océan, mais aussi peu profonds qu'une flaque d'eau. Alors, c'est une référence totalement philosophie pop culture, puisque j'étais en train de jouer à Harry Potter, au jeu vidéo Harry Potter, Hogwarts Legacy. Oui, les chercheurs peuvent être des gamers comme les autres. Je m'intéresse par ailleurs à la ludopédagogie et la gamification pour mes activités de recherche et d'enseignement. Mais bon, du point de vue philosophique, ça me fait penser à la diversité des savoirs, évidemment, dans cet océan, et à la hiérarchie et la qualité de nos croyances. Certains savoirs sont profonds, complexes, inaccessibles. D'autres sont à portée de main, utiles pour tous. D'autres encore sont superficiels, comme des flaques d'eau, obsolètes ou bien diffusés pour servir des intérêts stratégiques. Le titre de ma thèse, La science et ses contrefaçons, visait justement à insister sur cette diversité. Et puis ça me rappelle aussi, pour finir, le premier article que j'ai écrit au tout début de mon doctorat. C'était une entrée encyclopédique sur les pseudosciences où l'introduction parlait de se noyer dans les eaux troubles des pseudosciences et du problème de la démarcation. Qui croire? Alors, c'est une question centrale dans les débats autour des savoirs aujourd'hui, et c'est une question centrale surtout, je pense, d'un point de vue médiatique et pour le public.
Alors, bonsoir à tous. Je me joins à Stéphanie pour remercier le public et puis les organisateurs de cet événement qui est l'occasion d'une très belle rencontre, très enrichissante. Alors oui, effectivement, la connaissance, c'est une navigation dans un océan d'incertitude. Et moi, je pense à une autre citation qui m'accompagne depuis les débuts de ma thèse. Ce sont les belles paroles d'Edgar Morin qui dit « La connaissance est une navigation dans un océan d'incertitude », mais qui dit surtout que dans cet océan, il y a des archipels de certitude, ce qui veut dire que par nature, oui, les connaissances en fait se démultiplient, et oui, l'accès à ces connaissances, alors l'accès, si ce n'est cognitif, au moins physique, à ces connaissances se démultiplie. Et c'est plus ouvert aujourd'hui qu'au siècle précédent. Hein. Voilà, pour reprendre une image très ancienne, avant les savoirs étaient surtout cantonnés aux lieux où se formaient les savoirs, c'est-à-dire les abbayes, et puis les universités, les premières universités parisiennes, etc. Ensuite, on a eu une communication beaucoup plus populaire avec le positivisme au XIXe siècle. Et donc aujourd'hui, on a un accès beaucoup plus direct, peut-être aussi aux sources scientifiques. Mais dans la lignée d'Edgar Morin, je dirais que oui, les savoirs, leur masse et leur complexité nous dépassent, mais c'est là, en fait, tout l'intérêt. Pour moi, c'est pas négatif du tout. En fait, c'est l'occasion d'accueillir l'incertitude du savoir, d'admettre notre humilité face au pouvoir de connaissance. Non, on ne peut pas tout connaître, ni à l'échelle individuelle, ni à l'échelle collective. Et puis, si on pense avoir tout compris, c'est qu'on n'a rien compris du tout. Voilà. Alors, ça nous oblige aussi, je trouve, à ce vertige face au savoir. Ça nous oblige à avoir une posture autoréflexive sur nos propres connaissances et sur nos stratégies pour ne pas se noyer. Comme par exemple, je pense à l'éducation aux médias ou les postures critiques. Et puis, comme le disait aussi Antonio Fischetti, il ne faut pas non plus se noyer dans le scepticisme radical. Voilà, il y a des îlots de certitude qui sont mouvants, hein, certes, mais on peut s'y accrocher. On peut, comme je disais, avec l'éducation aux médias, on peut créer des petits îlots de certitude et se raccrocher à des savoirs fiables si on a les bons outils pour ça. Ça sera le prolongement de ce que vous venez de dire. Hein, l'océan, il a été longtemps perçu comme une immensité difficile à saisir, dangereuse parfois, l'inconnu, le non maîtrisable. Est-ce ce qui nous dépasse provoque la peur, parfois le respect? Est-ce que, de votre point de vue, on a encore cette attitude-là vis-à-vis de l'océan des savoirs, aussi bien chez les chercheurs que dans le grand public? Alors, ça, je pense que il y a une part de mythe là-dedans. Je pense que... Ou alors, en tout cas, je plaide pour cette vision-là des sciences que l'incertitude, l'ignorance ne doit pas provoquer la peur. Au contraire, elle peut provoquer l'émerveillement, elle peut susciter la recherche, donner envie de faire plus de recherches. Pour moi, c'est ce qui rend les sciences intéressantes. Mais le problème, c'est que effectivement, si on a tendance à un petit peu trop, mettre l'accent sur l'inconnu, la mystification, le danger, le risque, oui, ça peut faire peur. Et si on a peur, on ne va pas plonger. Donc, j'espère en tout cas que la masse des savoirs donne envie et rend curieux plus qu'elle ne procure la crainte. Je vais répondre de manière nuancée aussi.
Oui, la science et le domaine de la connaissance n'ont jamais été aussi spécialisés. L'activité scientifique est intense au point où ça peut devenir vertigineux, hein, même pour les chercheurs. C'est devenu difficile, même pour les chercheurs, d'être spécialistes dans son propre domaine. Cela, ajouté au jeu d'influence ainsi qu'aux conséquences de la recherche que peut avoir la recherche sur la société, sur la planète, peut inquiéter le public. Et c'est là qu'intervient effectivement l'importance d'une communication rapprochée entre chercheurs, citoyens, scientifiques. Il nous faut mieux expliquer comment la science fonctionne et ses déviances pour rassurer un peu. D'un autre côté, cet océan de savoir, c'est aussi rassurant. Et oui, notre rapport au monde, au savoir a aussi profondément changé. Côté recherche, je pense principalement au fait qu'on ait de plus en plus d'informations sur le fonctionnement même de la science, hein, pas seulement en tant que corpus, mais en tant qu'activité. L'information circule plus rapidement, les collaborations interdisciplinaires sont intensifiées et l'ensemble participe à mieux saisir les lignes de cette immensité. Et la science, même avec ses imperfections, fonctionne globalement bien. Donc ça peut susciter aussi respect et admiration comme face à l'océan. Côté public, avec l'ère du numérique, les réseaux sociaux, la médiation scientifique, l'accès à l'information est plus facile. On peut lire des articles, des résumés, des conclusions, regarder des vidéos. Et ça me fait penser au fait que, en fait, quand on constate la méfiance, la peur envers la science, elle est aussi directement liée au fait qu'on ait plus d'informations, qu'on se sent plus concerné. Et ça, c'est une bonne chose, hein. Ça veut dire que le public a gagné un peu de place dans ces discussions. Et puis, pour nous rassurer un peu plus, les pseudosciences ne cachent pas toujours des monstres. Alors, c'est le message principal d'un livre de Michael Gordin, qui est professeur d'histoire des sciences à Princeton. Et dans un court livre qui s'appelle Pseudosciences, il traite de sujets variés allant de l'homéopathie, le créationnisme, le Bigfoot, des mouvements anti-vax. Et alors, pourquoi les pseudosciences ne cachent pas toujours des monstres ? Pourquoi c'est le message principal dans ce livre ? Parce qu'avec une approche historique, on s'aperçoit qu'on peut un peu trier la fausse science et que beaucoup de ces cas en fait sont naturellement corrigés, que certains ont permis de construire des connaissances plus précises, plus fiables. C'est un fonctionnement en fait normal de la science de se baser à la base sur des croyances fausses pour créer des connaissances plus fiables. Alors bien sûr, certaines doctrines persistent, mais c'est beaucoup plus dû à un problème d'attitude face aux faits et aux connaissances actuelles qu'au fonctionnement même de la science. Et donc, en fin de compte, je ne sais pas si... la bonne question, c'est de se demander est-ce que nous allons un jour tout comprendre dans ce vaste océan ? Ce serait illusoire. Une question importante, en revanche, c'est avons-nous le bon tuba, les bonnes palmes et des bouées de secours ? Alors justement, pour essayer d'avoir du bon matériel, peut-être qu'on peut essayer de définir, parce que ça c'est commun à toutes les démarches de connaissance. Est-ce que vous pourriez préciser ce qu'il faut entendre par savoir ? Parce qu'un des problèmes justement d'Internet aujourd'hui et de cet accès dérégulé au savoir, c'est que tout se côtoie. Et donc peut-être qu'une des difficultés d'abord, c'est de reconnaître ce qui est du savoir. Donc est-ce que vous pourriez nous aider en précisant ce qu'est le savoir et ce qui le distingue de l'information en général, des sciences ? Voilà. Oui, alors je sais que Stéphanie et moi partageons le même intérêt pour les travaux d'un philosophe des sciences suédois qui s'appelle Sven Ove Hansson. Et en fait, je vais reprendre sa définition, donc j'imagine que tu la partages, peut-être que tu ajouteras des éléments. Mais lui, alors, il dit nous vivons dans une société, dans ce qu'on dit être tantôt une société du savoir, tantôt une société du risque. Et donc lui, il y voit une part de véracité, mais aussi une part de mythe. Parce que oui, les savoirs s'accumulent, mais d'autre part, les risques et les incertitudes sont de plus en plus saillants. Et donc, lui, comment il définit le savoir ? Il le définit déjà comme une notion hétérogène. C'est-à-dire que... alors, pour lui, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'il dit que le savoir est d'abord une espèce de croyance, en ce sens que ce que l'on ne croit pas ne saurait être du savoir. Si on a accès à une information exacte mais sans y croire, cet accès ne constitue pas un savoir. Et ce qu'il ajoute, c'est que par ailleurs,
Les croyances fausses ne peuvent pas davantage être tenues pour du savoir. Croire que la Terre est plate n'est pas du savoir, et donc rien ne peut être considéré comme savoir qui ne soit justifié. Donc en fait, pour résumer, le savoir est une croyance au sens d'adhésion, mais une croyance vraie car justifiée, prouvée, argumentée. Et pour qu'un objet puisse être regardé comme savoir, il faut qu'il soit assimilé dans le système de croyance du sujet connaissant. Et donc, le savoir, il y a un pan à la fois objectif et un pan subjectif. Et j'emprunte également aussi à Hanson la distinction donc, entre savoir et information qui me semble essentielle. Et la distinction qu'il fait, je trouve, est très éclairante. C'est qu'une information peut être à disposition. Par exemple, vous pouvez avoir un livre sur votre bureau que vous n'avez jamais lu, ou bien vous pouvez connaître quelque chose totalement par cœur. Eh bien, ce n'est pas pour autant que c'est du savoir. Pour que l'information en fait, devienne un savoir, il faut pouvoir l'intégrer dans son système de croyance, l'assimiler, la comprendre. En fait, l'information, c'est quelque chose de brut et qui devient du savoir à partir du moment où on se l'approprie, où on comprend et on lui donne une signification, on lui donne du sens. Mais pour ça, il faut encore que l'information soit assimilable. Et pour qu'elle soit assimilable, je pense qu'on a besoin des enseignants, des médiateurs scientifiques, des journalistes scientifiques, des institutions de culture. Voilà. Qu'est-ce que le savoir ? Pénélope a très bien expliqué que la notion de justification est cruciale. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Je crois que les distinctions entre savoir, science, information peuvent aussi s'éclaircir en ajoutant la notion de connaissance. Car je crois que l'idée de savoir en français englobe plusieurs choses, ce qu'on n'a pas forcément en anglais avec le terme knowledge. Je pense que les Français se sont vraiment compliqués la tâche. Donc, je vais procéder à quelques distinctions. L'idée de science, initialement, c'est la somme des connaissances fiables et puis l'organisation de ces connaissances. Connaître, savoir, c'est une relation entre un sujet connaissant et un objet. Donc, en résumé, comme le disait très bien Pénélope, un sujet S, c'est que P, si cette croyance est vraie et justifiée. Les chercheurs en épistémologie, donc on va pour simplifier philosophie de la connaissance, vont donc s'intéresser à la manière dont les connaissances sont acquises et justifiées. Le savoir en sciences, dans cette perspective, c'est donc avant tout le corpus scientifique, donc principalement les énoncés empiriques et les théories qui ont résisté le plus aux tests. Ce sont les connaissances en fait les plus fiables, le corpus scientifique. C'est ce qu'on a accepté dans le corpus scientifique. C'est cet ensemble précisément qui fait l'objet du traditionnel problème de la démarcation pour ceux qui connaissent. Donc, Karl Popper a formulé le problème de la démarcation entre science et non-science, et c'est le sens-là qu'il entendait par le mot science. Cependant, d'autres choses que les énoncés des sciences empiriques participent évidemment à la construction des connaissances. L'activité scientifique et plus largement la recherche, donc qui inclut cette fois-ci les sciences humaines et sociales par exemple, participe aussi au savoir, à apporter de la formation à la construction de nos connaissances. Et Sven Ove Hansson, que mentionnait Pénélope, utilise alors l'idée intermédiaire de sens aux sciences, sciences au sens large, pour recouvrir cet ensemble un peu plus nébuleux que le corpus scientifique, mais qui vise à tenir compte d'autres savoirs que ceux des sciences empiriques. Et cette notion est ensuite pratique pour lui, pour définir la pseudoscience, puisque la pseudoscience va se distancier de cet ensemble de la science au sens large et non forcément de la science au sens strict en tant que corpus d'énoncé. Si je peux ajouter aussi, rebondir sur ce que tu dis, ce qu'on mentionne souvent, en fait, on a souvent peut-être l'image des sciences comme des savoirs, et en fait, on oublie souvent tout ce qu'a notamment montré Bruno Latour, qui a été vraiment très important dans ce domaine, c'est que les sciences, ce sont tout autant des savoir-faire et des savoir-être. Voilà comment se construisent les savoirs. Ce ne sont pas que des savoirs théoriques.
Exactement, j'allais poursuivre un peu la même chose. Pardon, non, mais très bien, c'est parfait. Le savoir, donc ça renvoie principalement à la science, nos connaissances garanties, justifiées, mais comme le dit très bien Pénélope, il y a aussi tout le savoir qui va au-delà de la science. Par exemple, je sais lasser mes chaussures. On parle aussi de savoir-faire, savoir-être, mais aussi de savoir expérientiel, d'éthique, de religion. Tout ça, ça englobe des opinions, des croyances, des choses parfois éclairantes ou utiles, mais ça ne va pas forcément produire des vérités ou des savoirs proprement scientifiques. Donc on a vraiment une diversité de savoirs. Et puis, je suis aussi d'accord avec Pénélope, l'information... je trouvais la définition assez éclairante. L'information, c'est un peu à part par rapport à ce qu'on vient de dire. L'information, c'est un objet, c'est une donnée, c'est aussi un véhicule. Donc la transmission de cette information, ça va être aussi des actions ou la façon dont la donnée est interprétée, rediffusée, partagée, redéfinie, mobilisée. Donc, un exemple, si je dis qu'il va pleuvoir demain, donc vous avez une information, mais savoir pourquoi et comment ce phénomène météorologique va se produire, ça c'est plutôt du savoir. Donc on a l'information qui serait plutôt le point de départ et le savoir qui en serait l'aboutissement. Ce qui m'intéresse en tant que chercheuse sur la notion d'information, ça va être justement toutes ces techniques d'enquête qui permettent d'analyser comment circule l'information, que ça soit dans les médias, les réseaux sociaux et aussi dans la science. Sans communication, il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science sans communication, je peux le dire dans les deux sens, ça marche. Les chercheurs communiquent, s'organisent, c'est comme ça que les données sont transmises, discutées, que les théories sont corrigées. Donc voilà, pour résumer, je crois que l'activité scientifique est hétérogène, c'est un peu ce qu'on vient de dire, mais en tout cas, elle possède des dimensions épistémiques, donc liées à la connaissance, des aspects, une dimension méthodologique, mais aussi organisationnelle et communicationnelle. Et je crois que ces distinctions sont un bon point de départ déjà pour commencer à naviguer dans qu'est-ce que la science. Merci beaucoup pour ces distinctions. Alors pour pousser encore un petit peu plus loin et vous demander, ça va être simple de résumer votre thèse, Stéphanie, en 2 minutes, top chrono. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut distinguer la science de ce qui n'en est pas? Est-ce qu'on a des critères simples? Si on n'en a pas, comment est-ce qu'on peut essayer de se débrouiller et de s'orienter? Alors, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir résumer ma thèse en 2 minutes chrono pour vous donner. Je ne vais pas revenir... En fait, 1, 2, 3. Je recommence. Le travail un peu original que j'ai dans cette thèse, c'est d'avoir proposé une définition de la pseudoscience, là où on a plutôt tendance à dire qu'il n'y a pas de solution au problème de la démarcation. Les deux, en fait, fonctionnent. Donc, je pense qu'il faut distinguer, en fait, la question de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et la question de savoir distinguer la science de la fausse science. Ce n'est pas du tout les mêmes questions. Donc, on l'a dit juste avant, les justifications, le corpus scientifique, ça va être vraiment central. Ensuite, on voit bien, d'après ce que j'ai dit avant, ce qu'on a dit avant, qu'entre la vraie science, donc le corpus scientifique, et les pseudosciences, donc disons, admettons, l'homéopathie, l'astrologie, il y a en fait tout un tas de choses entre les deux. Entre la science au sens strict et les pseudosciences, on a des pratiques douteuses, on a des choses théoriques utiles, on a des méconduites scientifiques comme la fraude, des recherches influencées par les valeurs. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu finalement travailler dans ma thèse et sur la science et sur la pseudoscience. Je crois qu'il faut choisir en fonction de la frontière qu'on va interroger. Ok. Bon, pour approfondir le sujet, je crois qu'il faut quand même rappeler effectivement des principes fondamentaux qui nous aident tous au quotidien. Je reviendrai aussi sur 6 idées reçues sur la science et les pseudosciences qui peuvent gêner la compréhension. Et puis je reviendrai après sur ce que l'on ne sait pas, parce que ça va être vraiment la notion pivot. Alors, 5 principes fondamentaux qui peuvent nous aider et qui nous aident depuis longtemps en science pour naviguer. Ça va être testabilité et falsifiabilité. Donc, une théorie doit pouvoir être mise à l'épreuve, on doit pouvoir la tester, montrer qu'elle est fausse. Elle doit résister aux tests, et là, on pense aux critères de réfutabilité de Popper. Ensuite, la science au sens strict, ce sont des preuves empiriques, donc on a besoin de données observables, reproductibles. On construit des choses qui sont mesurables, sur des faits concrets. Troisième principe, l'ouverture à la révision. Les théories scientifiques ne sont pas figées, elles se corrigent au fil des découvertes. Donc, ça veut dire qu'on doit être capable d'accepter la critique.
Quatrième point, le consensus scientifique. Les théories doivent être validées par une communauté d'experts. Et cinquième point, transparence et reproductibilité. Les résultats scientifiques on doit pouvoir les reproduire et les vérifier. Il y a un livre très court qui fait un peu le tour de tout ça, de manière plus approfondie, qui s'appelle « Qu'est-ce que la science ?» de Alan Chalmers, qui montre aussi les limites. Et c'est là que le problème arrive, c'est qu'en fait, pour plein de raisons, ces principes ne vont pas permettre de distinguer très précisément science et pseudosciences. Donc pour dire autrement, le problème de la démarcation n'a pas vraiment trouvé de solution générale pleinement satisfaisante. Et dans la lignée d'Hanson, mon propos a été de dire qu'il fallait vraiment distinguer la question de la scientificité de celle de la pseudo-scientificité. Ce sont des questions différentes. Et présenter les choses de manière trop binaire, espérer une démarcation tranchée, reposant sur un seul critère, participe à nourrir la confusion et à entretenir les espoirs inadéquats. Donc comment on fait ? Eh bien, il faut trouver des nouvelles stratégies démarcationnistes et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans mon travail. J'aurai sûrement le temps d'y revenir. Je voulais quand même mentionner 6 idées reçues. Je les liste, on y reviendra si besoin, mais il me semble que en situation pédagogique, j'ai remarqué que c'était vraiment les 6 idées principales qui gênent la compréhension sur les sciences et les pseudosciences. La première, c'est l'idée d'une méthode scientifique, alors que la science est plutôt hétérogène. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir dans nos pratiques de médiation et d'enseignement. La seconde, c'est que la science cherche la vérité. En fait, la science ne se limite pas du tout à la recherche de la vérité. On a par exemple des modèles qui vont être utiles, mais dont le but n'est pas de refléter les faits. On a l'idée aussi que les pseudosciences, c'est toujours faux ou que ce n'est pas en adéquation avec les faits. Je vais prendre un exemple rapide. Si je donne une prédiction et qu'elle se réalise, elle sera en adéquation avec les faits. Est-ce qu'elle est scientifique ? Non. La quatrième idée, c'est que les pseudosciences sont des disciplines. Les philosophes s'accordent à dire que c'est plutôt pas des disciplines, ça peut être des doctrines, ça peut être des attitudes, mais on continue à poser la question en ces termes, hein, même sur la page Wikipédia, c'est marqué pseudosciences sont des disciplines, donc ça c'est des choses sur lesquelles on peut revenir. Il y a l'idée que la science, parce qu'elle est objective, ne s'intéresse pas aux valeurs, alors que les valeurs en fait participent à toutes les étapes du processus scientifique. Et puis la dernière idée reçue, c'est que les erreurs seraient le signe d'une mauvaise science. Alors que la science fonctionne sur les erreurs. Revenons à ce qu'on ne sait pas, ou la question de l'ignorance. Si savoir, c'est justifier et prouver, ne pas savoir, c'est un manque de connaissances justifiées et prouvées. Et en fait, c'est qu'une seule façon parmi tant d'autres de s'éloigner des sciences. Le champ de l'agnontologie ou l'épistémologie de l'ignorance va s'intéresser donc aussi à l'ignorance, pas seulement en tant que manque de connaissances, mais aussi comme produit. C'est-à-dire que l'ignorance, c'est pas seulement ne pas avoir une connaissance prouvée, justifiée, ça peut être aussi le produit de stratégies de communication qui visent à induire le public en erreur. Donc voilà, c'est j'ai dit beaucoup de choses, trop de choses, mais je pense que avec ces 5 principes fondamentaux, les 6 idées reçues sur lesquelles on peut revenir, et puis comprendre que l'ignorance, c'est pas seulement un manque de connaissances, mais des fois une façon de créer le doute, on peut déjà faire le tri. Peut-être justement, avec les questions suivantes, on va creuser encore un peu. Oui, toujours. Là, c'est une question qui s'adresse plutôt à vous, Pénélope. Vous travaillez sur la notion d'incertitude. Vous citez notamment le livre de Prigogine et de Stengers, La fin des certitudes, et qui traite du changement de paradigme scientifique à partir du XXe siècle, où auparavant la science était considérée comme s'appuyant sur un déterminisme physique qui fait qu'on accédait à peut-être pas des vérités, mais en tout cas des savoirs avérés. Et alors que le grand public est demandeur de certitude, il a envie qu'on lui dise c'est comme ça. Et voilà. Donc je voudrais que vous expliquiez un petit peu le sens de votre travail, parce que vous travaillez justement sur la notion d'incertitude. Oui, alors déjà peut-être pour revenir sur la fin des certitudes,
Alors pourquoi est-ce qu'on parle de fin des certitudes avec la fin du XXe siècle ? Eh bien, en fait, c'est parce que au XIXe siècle, l'essor en fait de la communication scientifique pour un public vraiment large, un public, pour les citoyens, pas seulement les élites, qu'elles soient économiques ou intellectuelles, vraiment en fait reposait sur le positivisme développé par Auguste Comte, une vision de la science un peu idéalisée, un peu presque comme une nouvelle religion. D'ailleurs, quand on regarde les premières communications scientifiques et la vulgarisation du 19e, on retrouve la même rhétorique et le même lexique que le lexique religieux. Donc il y a vraiment des soubassements religieux à la vulgarisation scientifique, sauf que la religion, elle est censée apporter des réponses métaphysiques et des certitudes rassurantes. Mais la science, en réalité, comme le disait Stéphanie, il ne faut pas lui donner l'ambition d'apporter des réponses à tout et d'apporter des certitudes à tout. Les sciences, elles sont surtout là pour poser des questions et pour remettre en doute les certitudes. Et alors, je ne sais pas... Alors, déjà, je ne sais pas trop si le public est demandeur de certitude. Je pense qu'il est surtout demandeur de transparence, mais ça, c'est une autre question. On pourrait y revenir plus tard lors des questions. Il y a des études qui montrent ça. Mais juste, donc voilà. Ensuite, début XXe siècle, on a une vision assez positiviste des choses. Et puis, surtout, dans les années 50-60, les 30 Glorieuses, la conquête, la course à l'espace, etc., une vision très optimiste. Et la science, c'est le progrès. Voilà, c'était ça l'idée. Et puis en fait, c'est vraiment à partir de la fin des années 60, surtout à partir de mai 68 et puis les années 70, les mouvements sociaux, en même temps, le constat de problèmes dérivés de progrès scientifique. Alors, moi, je qualifie ça d'innovation, parce que pour moi, le progrès, il y a une dimension sociale. L'innovation scientifique, c'est pas forcément le progrès, parce que l'innovation scientifique n'amène pas forcément des améliorations sur le plan socio-technologique. Bon. Mais bref, ce constat-là, la crise environnementale, le mouvement constructiviste avec Foucault, etc. Bon, là, il y a un regard plus critique et plus distancié des sciences, et donc un renouvellement de la médiation scientifique. Quelle était la question ? Pardon. La question était... de bien repréciser l'objet de vos recherches, voilà, justement, l'incertitude. Voilà d'où partent mes recherches. Alors, donc, je me demande, aujourd'hui, on dit tout le temps que oui, j'ai souvent lu, et c'est ce qui a démarré ma thèse, que les journalistes ne font pas cas de l'incertitude scientifique, c'est-à-dire la passent sous silence, la transforment, la thèse. Alors, c'est-à-dire que donc, parce que les scientifiques, eux, ont l'habitude de parler le lexique de l'incertitude entre eux, mais qu'une fois que ça passe dans le hachoir médiatique, on n'a plus l'incertitude, on transforme les incertitudes, on transforme les hypothèses en certitudes, etc. Alors moi, je me dis, est-ce que c'est vrai, déjà ? Bon. Alors non. Non, c'est faux. Et puis, il y a un autre discours qui dit sinon, les incertitudes sont extrapolées dans les médias. Alors, oui, ça c'est vrai, ça arrive. Mais je me suis dit aussi, est-ce que depuis les années 60, entre les années 60 et aujourd'hui, à la radio et à la télé, est-ce que les journalistes ont changé leur manière de parler des sciences ? Voilà en fait ce qui guide mon travail et mon hypothèse de recherche, c'est que on n'a pas tellement en fait finalement on a un formatage de l'expression de l'incertitude. Depuis les années 60, ce sont les mêmes rhétoriques, les mêmes phrases, les mêmes images. En revanche, ce qui a changé, ce sont les formats médiatiques. Et on a quelque chose qui existait beaucoup dans les années 70, qui a un peu disparu aujourd'hui. Ce sont les débats télévisés où des scientifiques en désaccord interviennent. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à inviter un expert et on lui donne du crédit, on le légitime, mais on ne va pas forcément
le mettre en contradiction avec d'autres scientifiques, etc., ou essayer de questionner sa méthode, etc. Ou alors, si on le fait, c'est sur une tonalité du clash. On va rechercher la fausse polémique, etc. Voilà, effectivement aussi, certes, il y a des incertitudes qui sont intentionnellement construites. Je conseille, vous verrez tout à l'heure à la librairie, il y a un livre sur en fait la fabrique du doute, comment en fait certains acteurs scientifiques, industriels ou de communication ont pu instrumentaliser l'incertitude, faire croire qu'il y avait des incertitudes. Par exemple, dans les années 60, Robert Proctor, un chercheur, a montré que les industriels du tabac finançaient des scientifiques donc, qui étaient plus ou moins conscients d'être manipulés pour entretenir le doute et montrer non, mais en fait le tabac c'est pas vrai, en fait on n'est pas certain que le tabac cause le cancer du poumon, ce serait plutôt autre chose qui cause le cancer du poumon, etc. Donc pour favoriser leurs intérêts économiques, voilà. Donc en fait moi ma recherche c'est vraiment de questionner quel est le rapport entre la façon dont les journalistes éditorialisent l'information scientifique, quel degré de légitimité ils accordent aux sciences, aux informations scientifiques. Est-ce qu'ils expliquent la méthode scientifique, est-ce qu'ils essayent de voir les failles, etc. Voilà en quoi consiste mon travail. Et surtout, si je peux me permettre, j'aimerais rappeler que le savoir, pour qu'il y ait un savoir, il ne faut pas forcément être certain. En fait, ce qui guide mon travail, c'est que je ne considère pas l'incertitude comme une lacune de savoir ou comme un manque de savoir, mais comme une manière de savoir, comme une modalité du savoir. C'est-à-dire qu'on peut savoir quelque chose, posséder un savoir, tout en le laissant ouvert à la critique, ouvert au doute, ouvert à l'amendement, ouvert à la critique. Voilà. Et je pense que savoir avec incertitude, savoir de manière incertaine, c'est peut-être une des bonnes façons, justement, de ne pas se noyer dans ces certitudes. Voilà. On pourrait dire alors que l'incertitude est un point de départ au travail du chercheur. Oui, alors un point de départ, mais la certitude n'est pas le point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est que dès qu'on a une nouvelle certitude scientifique, c'est qu'elle ouvre de nouvelles incertitudes pour de nouvelles recherches. Oui, voilà, donc c'est un point de départ, mais c'est un point de départ infini en fait. Oui. C'est une arborescence. Oui, tout à fait. Quand on discutait tout à l'heure, je vous avais cité cette phrase de Stengers. Il ne faut pas oublier que tout chercheur est debout devant un abîme d'ignorance, mais par contre, il aborde cet abîme d'ignorance avec tout un bagage, peut-être de certitude, mais en tout cas des questionnements qui partent de l'incertitude. Oui, tout à fait. Oui. Et quand, dans mon travail, donc j'analyse des émissions sur les archives de l'INA, et que ce soit dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, quand les scientifiques sont interviewés, la plupart d'entre eux répondent aux questions des journalistes avec beaucoup d'incertitude. Je pense que, je ne sais pas, peut-être, enfin il faudra vérifier, nous verrons dans quelques années, etc. Mais c'est jamais négatif dans leur discours. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on sent toujours que c'est la source de leur émerveillement et que c'est ce pourquoi ils font ce qu'ils font, en fait. Alors, pour continuer à interroger cet océan des savoirs et puis ce que ça peut provoquer en nous, on voulait vous demander ce que vous pensez de cette expression de post-vérité ou de vérité alternative qui a occupé un peu le devant de la scène médiatique et qui a un peu inquiété il y a quelques années autour de Trump. Et peut-être qu'on va avoir le second épisode bientôt, malheureusement. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que cette notion a une pertinence ? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, dans notre rapport au savoir,
on est passé à une nouvelle époque, enfin, une nouvelle modalité de rapport, et que peut-être que nous n'aurions plus, ou beaucoup moins, nous aurions beaucoup moins le goût du vrai, selon un titre d'un livre d'Étienne Klein, enfin, qui s'intéresse notamment à cette question de post-vérité. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une ère de post-vérité? Est-ce que c'est pertinent selon vous? Si tu veux commencer, je te lègue la parole. Alors, je pense qu'on a plus que jamais le goût du vrai. C'est-à-dire que même chez les partisans des pseudosciences, ils dépensent une énergie folle en fait à chercher la vérité et ils vont échouer à cause de biais, de valeurs ou d'attitudes face aux faits. Mais donc, même dans ce cas-là, on a le goût du vrai. Je pense qu'il faut aussi arrêter de parler du vrai et parler du faux. Donc, non, il est pertinent de rappeler ici que le faux a toujours fait partie de la pensée scientifique. Popper insiste sur la fausseté. Le faux est notre moyen d'accéder au vrai. C'est en trouvant des théories fausses qu'on finalement crée nos vérités. C'est pourquoi, pour moi, le goût du vrai, en fait, doit toujours s'accompagner de l'art de distinguer le faux. Les deux vont toujours ensemble. Et je rebondis, parce qu'on parlait de Proctor, d'agnotologie. C'est un point important, parce qu'en fait, dans les stratégies de communication qui visent à induire le public, le faux et le vrai, ils sont toujours mélangés. On passe de l'un à l'autre. Donc, il faut vraiment traiter ces problématiques en même temps. L'idéal, ce serait évidemment de savoir les cas sûrs, les cas où on a un doute et les cas qui sont clairement faux. Et puis les experts pourraient s'intéresser aux interstices. Et puis du côté des experts, le rêve, ce serait de savoir à l'avance les erreurs qui vont être fécondes de celles qui vont être inutiles. Et donc ensuite pour Trump, je crois que l'expression de post-vérité est assez futile. On parlait tout à l'heure de profondeur de flaque d'eau. L'expression de post-vérité n'a pas du tout été inventée avec Trump. On l'a revu au devant de la scène, un peu comme un effet de mode, mais elle existe depuis assez longtemps. Et je ne suis même pas certaine que ça soit intéressant vraiment de s'y intéresser, parce qu'on a comme ça des mots des fois qui ne renvoient à rien de vraiment précis. Je crois que c'est le cas avec la post-vérité. Bon, il y a quand même l'idée... évidemment qu'on est dans une ère où les opinions et les émotions auraient plus de poids et qu'on se désintéresserait à la vérité. Le philosophe Harry Frankfurt, j'espère que je le prononce bien, appelle bullshit l'art de dire des conneries. C'est très sérieux, hein, c'est un article de philosophie. Et je crois que ça s'applique très bien à Trump, hein, qui, je crois que c'est 36 000 fake news en 3 ans. Donc c'est vraiment, on peut penser à l'eau de Javel, je crois, pendant le Covid, c'est vraiment un bon exemple de ce que disait Frankfurt. Je crois en fait que quand on parle de post-vérité, on a une question un peu plus profonde en tête qui est quel rôle doit jouer la raison en politique, et que c'est pour ça que c'est revenu sur le devant de la scène avec Trump. La politique doit-elle suivre la science? Mais bon, c'est plus une question de politique et de stratégie qu'une question de science. Oui, tout à fait. Alors, je suis pas politologue, mais je pense pouvoir dire, sans me tromper, qu'une politique basée uniquement sur les sciences est une technocratie. Je ne suis pas certaine que ce soit le modèle politique le moins pire, comme dirait Churchill. Cependant, oui, alors moi je pense que je serais peut-être un peu plus nuancée. Je pense que l'expression de post-vérité, oui, alors elle est totalement galvaudée. Moi je suis totalement d'accord pour dire qu'elle est galvaudée. En fait, il faut questionner ce que l'on met derrière. Pourquoi pas, ça peut être intéressant d'en débattre, mais il faut questionner ce qu'on met derrière, parce que sinon ça devient un impensé, et maintenant on l'utilise à tort et à travers pour désigner, on ne sait même pas ce qu'on désigne par là. Alors certes, voilà, on parlait de la fin des certitudes, théorisées dans les années 90, parce que, oui, on a pris conscience. Alors, c'est pas qu'on est plus incertain, qu'il y a plus d'incertitudes qu'avant, c'est juste que peut-être on en a plus conscience, et on en parle plus. Mais en fait, oui, moi je suis d'accord que les sociétés occidentales ont un regard peut-être plus critique à l'égard des sciences aujourd'hui,
Mais, comme disait Stéphanie, si on regarde bien, en fait, par exemple, typiquement, quand on parle de post-vérité, on parle de complotistes, etc., ou de climato-sceptiques. Mais en fait, quand on s'intéresse un petit peu à leurs discours et à leurs arguments, en fait, on voit très bien que ce qui les guide, c'est justement cette envie de savoir. Leur discours, c'est pas toutes les opinions se valent. C'est on nous ment, on veut la vérité et on va dévoiler. On va dévoiler le vrai, on va remettre en cause les discours officiels parce qu'on nous ment et nous, on veut rétablir la vérité. Et je prendrai un autre exemple que je mentionnais tout à l'heure auprès des lycéens. Ce sont les sites dits, qui s'autoproclament, qui se disent de réinformation, qui sont souvent en fait des sites par des groupes politiques militants, souvent d'extrême droite, qui font ce qu'ils appellent de la réinformation, et qui en fait sont que des informations totalement brodées, totalement manufacturées. Mais le credo, c'est on nous ment et nous, on va vous donner la vérité. Donc moi, justement, je pense que ce besoin de vérité, il est assez fort, en fait. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais ajouter, mais non, je suis d'accord avec Stéphanie pour dire que post-vérité, c'est un mot qu'il faut utiliser avec précaution, ou alors il faut le définir derrière. Voilà. Après avoir essayé de cerner ce qu'est le savoir et quelles difficultés pose sa reconnaissance, on voudrait terminer en continuant à filer la métaphore. Si l'océan a longtemps effrayé les hommes, ils ont quand même entrepris de s'y risquer et ont inventé la navigation qui aujourd'hui nous permet de les parcourir et de les explorer. Or, la navigation s'appuie à la fois sur une connaissance de l'océan et des techniques pour s'y orienter et s'y adapter. Elle est donc réservée à des spécialistes. Et personne ne s'aviserait de traverser l'océan sans la maîtriser. Existe-t-il, selon vous, quelque chose d'équivalent pour les savoirs ? Autrement dit, la navigation dans les savoirs est-elle de même une affaire de spécialistes ou est-elle à la portée de tous ? Surtout à l'heure d'Internet où il est devenu justement trop facile de surfer, ce qui d'ailleurs n'est peut-être pas la même chose que naviguer. Alors, j'aime bien cette dernière petite remarque. J'aimerais juste peut-être revenir sur à l'heure d'Internet. Bon, et puis c'est plus facile d'avoir accès à l'information. Alors, encore une fois, l'accès physique, pour moi, est à différencier de l'accès cognitif. Ce n'est pas parce qu'on a accès à des sources, à plus de sources d'informations, qu'on les comprend mieux, déjà. Et puis surtout, Internet, comment dire, est-ce que c'est plus facile d'avoir accès à plein de connaissances ? Peut-être, peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est que si c'est plus facile, tant mieux. C'est peut-être mieux que si les sciences étaient seulement cloisonnées parmi les sphères justement scientifiques ou les élites. Mais en fait, pour répondre à votre question, il n'y a pas dans la nature deux types de personnes. Il n'y a pas d'un côté les experts et de l'autre côté les citoyens. Déjà, comme disait Stéphanie tout à l'heure, les sciences sont tellement devenues hyper spécialisées que presque, en fait, chaque chercheur a sa propre hyper spécialisation. Et en fait, dès qu'on lui pose une question qui est hors de son domaine, en fait, il est tout aussi ignorant que le reste de la population. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aborder peut-être les choses de manière collective. Et puis, en fait, il faut, donc, comme je disais, se préserver d'une vision élitiste. Et moi, j'ai tendance, alors peut-être que je suis un petit peu trop optimiste là-dessus, mais moi, j'ai tendance à ne pas vouloir prendre les gens pour des idiots. Alors, il y a eu tout un courant de la médiation scientifique dans les années 50, 60, le modèle du troisième homme. L'idée que d'un côté, il y a les scientifiques, d'un autre côté, il y a les citoyens qui ne savent pas,
qui sont candides. Et puis au milieu, il faut un médiateur scientifique pour traduire le message. En réalité, moi, je pense qu'il y a plutôt un continuum et peut-être plus un dialogue à établir. Et moi, je pense que les citoyens, je veux dire, on est tous humains de la même manière. On a tous un cerveau qui est capable, si on lui explique la méthode scientifique et si on lui fait comprendre comment on construit les sciences, on est capable, en fait, d'apprendre. Et je pense que les citoyens demandent ça aussi. Voilà, il faut pouvoir, en fait, d'une certaine manière, se reposer quand même sur des institutions ou des personnes de confiance, etc., pour rendre justement l'information assimilable en connaissance, en savoir. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment se préserver, même si, oui, il faut quand même, par exemple, les démocrates... Alors, je reviens par exemple sur les débats citoyens, les sciences participatives, ou les sciences citoyennes plutôt, où on va intégrer les citoyens au processus de décision publique concernant avec des aspects scientifiques. Évidemment qu'on ne peut pas demander aux personnes d'émettre un avis alors qu'il y a une dimension scientifique si on ne les a pas au début formés un peu à la question. Et donc c'est pour ça que je trouve que les institutions conserve ce rôle parce que effectivement, imaginons, Internet, on peut avoir plein d'informations dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on va les comprendre. Et des institutions comme les écoles, les médiathèques, de la médiation scientifique comme on fait ce soir, c'est une façon de guider et de rendre l'information assimilable en connaissance. Donc je pense qu'on a toujours besoin quand même de ce relais, mais c'est pour rendre les personnes autonomes. Faut pas infantiliser, je pense, les personnes. Je vais être un petit peu plus nuancée, car selon moi, l'expertise est essentielle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en désaccord avec Pénélope, parce que l'expertise aujourd'hui, c'est plus aussi simple qu'avant. On aurait les citoyens non experts et les chercheurs experts. C'est une notion qui est quand même qui s'est repensée dernièrement, notamment par rapport avec la philosophie de la médecine ou le domaine de la médecine est assez parlant avec les savoirs, par exemple, de patients sur les maladies rares. On voit bien effectivement qu'on a une expertise que n'ont pas les chercheurs. Pour clarifier, je vais à nouveau mobiliser Hanson, parce que pour Hanson, la réponse est claire. Il faut être expert pour évaluer la fiabilité des énoncés. Et donc, il dissociait la justesse théorique de sa définition de son application pratique. On ne pouvait pas appliquer sa définition si on n'était pas expert. Et je crois qu'Hanson a raison. Je pense qu'il faut être expert du domaine concerné pour évaluer la fiabilité d'un énoncé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas identifier des comportements pseudo-scientifiques. Donc il y a une petite nuance juste à faire. Alors je ne vais pas revenir sur ma définition ici, je pense que ce serait un peu complexe, mais peut-être que je peux apporter des clés pour... même si on ne peut pas identifier précisément un énoncé fiable sans être expert du sujet, reconnaître des comportements pseudo-scientifiques. Alors, dans la définition que j'ai proposée dans ma thèse, qui est donc une amélioration de celle d'Hanson, on a 5 critères. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vais vous dire où un peu regarder quand on a des doutes pour compléter ce qu'on a déjà dit avant. Donc, les 2 premiers critères, dans ma définition, ils demandent de regarder ce que l'agent dit de lui, ou ce qu'ils disent d'eux, ça peut être une entité, un collectif, comme des think tanks, par exemple, ce qu'ils disent produire, soit observer, en fait, des discours et des publications. Je vous donne un exemple. Dans une étude qu'on a co-menée avec Lucille Demoulin, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, on a analysé... les sites web de 13 think tanks français les plus influents. On a analysé les rubriques à propos, équipe et qui sommes-nous. Et en analysant ces titres, en sciences de l'information et de la communication, on pourrait parler de raison d'être et de titres à parler, on voit que certains think tanks se placent comme des instituts de recherche scientifiques qui produisent des savoirs scientifiques, d'autres non, d'autres sont beaucoup plus nuancés. Et donc ça, c'est la première chose à regarder quand on écoute, je ne sais pas, une émission, un soi-disant expert.
Ensuite, mes critères 3 et 4 dans la définition demandent de regarder s'il n'y a pas une substitution des valeurs aux preuves. Alors, je vais vous redonner un nouvel exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la campagne au sujet du déremboursement de l'homéopathie, qui avait fait quand même beaucoup de bruit. Moi, j'avais étudié le site web Mon Homéo, Mon Choix, qui était un site web phare. Et donc là, on trouve clairement une affirmation de scientificité. Sur le site web, c'était marqué « L'homéopathie agit, c'est la science qui le dit » dans la rubrique « L'homéopathie, la preuve par les faits, voire les preuves ». Donc, je suis allée voir les preuves. Ce genre d'affirmation pose la question des preuves, et c'est les conditions 3 et 4 de ma définition. Et donc, le site se fondait sur une méta-analyse, Mathieu et Hall 2014, pour affirmer que l'homéopathie était prouvée, alors que l'article lui-même montrait l'incertitude des résultats et le fait qu'on ne pouvait pas prendre une décision, donner des conclusions vraiment précises. Donc là, on voit que en analysant des stratégies de communication, il ne suffit pas de comprendre l'homéopathie, d'être spécialiste. Il suffit d'aller voir la conclusion de l'article. C'était 4 lignes, c'était marqué « on n'a pas assez de preuves pour conclure ». Et puis l'usage partisan qui est fait, déjà là, on a une clé supplémentaire pour identifier les mauvais experts, même si on ne peut pas identifier les énoncés les plus fiables, parce qu'on n'est nous-mêmes pas experts de tout, et c'est bien normal. Le 5e critère dans ma définition, ça porte sur regarder en fait l'évolution des discours. Le critère, ce qui fait vraiment basculer dans la pseudoscience, c'est quand on ne corrige pas nos erreurs une fois qu'elles sont identifiées. Donc là, typiquement, si on dit au site attendez, la conclusion de l'article n'était pas celle-ci et qui ne corrige pas, là on est clairement face à un cas de pseudoscience. En l'occurrence, le site a été supprimé. On pourrait prendre ça comme une correction. Il n'y a pas eu de reconnaissance publique de cette erreur. Alors ce qui est un peu difficile, c'est que quand on cherche à étudier l'évolution des discours, il faut prendre peut-être des archives. Je sais que pour les créationnistes, dans les années 80, ça se faisait à travers de transcriptions. Aujourd'hui, on a des outils pratiques, gratuits, que tout le monde utilise, citoyens, activistes, journalistes, chercheurs, comme ce qu'on appelle la machine en arrière. Je ne sais pas si vous connaissez les archives d'Internet. C'est un site qui s'appelle Web Archives, et où vous pouvez voir justement d'anciennes versions du site et voir comment les discours ont évolué. Donc, pour résumer, face à un soi-disant expert, vérifiez déjà si il est vraiment chercheur, si c'est vraiment un expert. Souvent, dans les cas de pseudosciences ou de fausses sciences, c'est pas le cas. Vérifiez ensuite le statut de ce qu'il va exprimer, puisque c'est une stratégie de communication que d'employer un scientifique pour qu'il vous parle de vos croyances sans dire qu'en fait, il parle des croyances et pas de faits scientifiques. On essaye sciemment de tromper le public. Et puis vérifier s'il n'a pas travesti les preuves et puis s'il est capable d'accepter la critique. Et je pense qu'avec tout ça, en fait, notre bateau, dans la navigation, il a quand même il a les 5 principes fondamentaux, les 6 idées reçues, des petits tips en plus. On est quand même mieux équipé, on a des canaux de sauvetage. Oui, alors ça me fait penser, je rebondis très rapidement, mais moi je remarque souvent dans les émissions de télévision, de radio que j'analyse, alors c'est souvent le cas quand c'est un scientifique un peu star qui est invité. Par exemple, je sais pas moi, Stanislas Dehaene ou des gens comme ça, qui sont un petit peu connus, voilà, qui sont un peu connus du grand public, peut-être un public de niche, je sais pas. Mais bref, souvent le journaliste va demander aux scientifiques, mais à votre avis, que pensez-vous ? Est-ce que vous croyez que en fait, on pose personnellement, individuellement, la question de l'opinion à un scientifique. Et parfois, certains scientifiques répondent justement de manière individuelle. Personnellement, je pense que tout porte à croire, je penche plutôt pour cette hypothèse, etc. Donc là, il va donner, mais il va marquer son opinion, mais des fois, il ne le dit pas clairement. Des fois, ce n'est pas très clair. Des fois, un scientifique va donner son opinion, mais va l'exprimer comme si c'était un consensus. Et puis, il y a d'autres scientifiques qui vont répondre plutôt en disant, en s'exprimant du point de vue de la communauté scientifique, en disant, écoutez, nous, au sein de la communauté scientifique des physiciens, par exemple, on a tendance à dire que... et ça, c'est intéressant aussi. Et je rajouterais juste, quand tu dis vérifier que la personne est bien experte, oui, mais alors experte,
du domaine en question, parce que parfois il y a aussi des émissions de télévision ou de radio qui invitent un expert. Effectivement, c'est un expert dans un domaine, mais c'est pas du tout un expert dans le domaine dont il est question dans l'émission. Voilà, c'était la petite précision. Alors, on avait encore 2-3 questions, mais pour laisser la place pour les questions pour le public, en fait. En plus, vous avez anticipé déjà sur certaines de nos questions. Eh ben, voilà. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. C'est très dense, c'est complexe, mais en même temps, on a plein de pistes et plein de distinctions utiles. Alors, à vous maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a suscité des interrogations, des remarques, des envies d'approfondir certains points peut-être? N'hésitez pas. Oui, bon. Ça fonctionne. Ah oui, bonsoir. Oui, Fénélope, vous avez cité Stanislas Dehaene il y a un instant. Et moi, je me suis fait cette réflexion qu'en fait, même si depuis la fin du XXe siècle, on a quitté le monde des certitudes, là, on a quand même des chercheurs qui nous ramènent le scientisme sur une belle assiette, jusqu'à aller influencer un ministre d'éducation pour réformer la méthode de lecture parce qu'il a lu sur un IRM que des enfants soi-disant dyslexiques ont un cerveau qui ne fonctionne pas comme les autres, quoi. Donc je trouve que c'est quand même le scientisme qui revient au galop, quoi. Non ? Mes propos sont publics et je n'émettrai pas d'avis sur Stanislas Dehaene. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que mes propos sur les experts qui parlent de manière, qui donnent leur avis comme des certitudes, ça ne s'appliquait pas à Stanislas Dehaene particulièrement. Voilà, c'était un exemple, j'aurais pu dire un autre nom, professeur Intel. Alors en revanche, oui, moi je constate une vraie recrudescence du scientisme. Alors d'une part, en revanche, ça je peux le faire, je peux donner mon avis peut-être un peu sur la zététique. La zététique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'art du doute. L'entreprise était très belle au départ. La zététique se base beaucoup, se fonde beaucoup sur les biais cognitifs en disant voilà, on a tous des biais cognitifs. On va ensemble en prendre conscience pour éviter d'être trompé par les informations, etc. Et ça, pour moi, il y a une petite teinte de scientisme parfois dans les discours zététiciens, parce qu'en fait, à force de montrer les biais cognitifs chez les autres, on ne les voit plus chez soi-même. Et un des biais cognitifs qui est assez en vogue depuis la fin des années 90, c'est le fait de tout analyser justement au prisme des neurosciences. Et c'est vrai, alors c'est pour ça que les neurosciences, je les ai choisis comme un de mes 3 thèmes d'analyse pour ma thèse, c'est qu'on accorde aux neurosciences un pouvoir de certification parfois supérieur à d'autres sciences. Alors, moi, j'adore les neurosciences. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve que les biais cognitifs, c'est très intéressant. Et oui, les biais cognitifs existent, oui, mais on ne peut pas tout analyser, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout expliquer à l'aune des biais cognitifs et de la neurologie. Et c'est pour ça que, justement, on parlait des rapports entre science et politique. Pour moi, une politique qui s'inspire, qui écoute les scientifiques et qui s'inspire des recherches actuelles, qui se met à jour par rapport aux connaissances scientifiques, c'est très louable. Moi, je plaide pour ça. En revanche, une politique qui se base uniquement sur un courant scientifique ou sur une théorie scientifique, là, ça me pose un peu plus un problème, parce que la politique, c'est pas que ça, c'est autre chose. Il y a la dimension sociale, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et oui, je suis d'accord que autant d'un côté, il y a un risque peut-être de scepticisme radical, autant il faut aussi se prémunir du scientisme. Et c'est pour ça que aussi, moi, il y a quelque chose chez Hanson que j'aime beaucoup, c'est pour lutter contre les pseudosciences, il ne faut pas, par exemple, s'attaquer à la religion forcément comme une pseudoscience, parce que, par exemple, les croyances religieuses ne se veulent pas forcément scientifiques. Elles répondent à des questions
auxquelles la science ne peut pas répondre. Et ben, c'est pas parce qu'on a des réponses qui ne sont pas scientifiques qu'il faut les discréditer. Et donc, oui, reposons-nous sur l'étude des neurosciences, mais pas seulement sur ça. Voilà. Je ne sais pas si tu as un autre avis sur la question pour répondre. Mais... Tu as très bien répondu. Peut-être juste rappeler qu'en fait, derrière l'expression scientisme, on entend des choses qui sont souvent pseudo-scientifiques. Et que derrière les gros courants de pseudo-sciences actuelles, on retrouve des anciennes sociétés de zététique. Donc tout ça, c'est forcément historique. Ça ne veut pas dire que c'est le cas à chaque fois, évidemment. Mais voilà, c'était juste pour compléter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? À vous de conclure. On va conclure alors. Peut-être pour dire que voilà, on a essayé d'apporter des éclairages sur cette difficile navigation sur les savoirs. Est-ce que vous voulez apporter un mot de conclusion ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette discussion ? Qu'est-ce qui vous semble peut-être le plus important à transmettre parmi toutes ces distinctions, ces idées vraiment intéressantes que vous avez développées ? Alors, moi, je vais peut-être conclure sur le fait que... je vais reprendre un petit peu la pensée d'Edgar Morin, qui m'a beaucoup inspirée dans mes travaux. C'est que, en fait, l'incertitude et le vertige comme ça devant les savoirs, il ne faut pas en avoir peur, il faut le démystifier pour l'accepter avec humilité. Et puis, en fait, moi, ce qui en fait me fascine dans les sciences, ce qui a fait que je me suis intéressée aux sciences au départ, c'est justement ce qui n'est pas vraiment de la science, c'est-à-dire la science-fiction. Et quand je vois, pour filer la métaphore de l'océan, c'est pas grave si en baissant les yeux on est en eau trouble. C'est pas grave de pas voir le fond, parce que si on voit pas le fond, ça veut dire que comme Jules Verne, on peut imaginer ce qu'il y a au fond. Et c'est là que l'imagination, elle entre en jeu. Et donc, oui, vive la science, mais vive aussi l'imagination. Et inventons aussi. On ne voit pas ce qui se passe au fond, et c'est pas grave. On peut imaginer à quoi ressemblent les créatures marines. Et on peut imaginer qu'il y a peut-être des poulpes immenses ou des êtres lumineux au fond de l'océan. Et ça, c'est magique aussi. Et oui, la science, c'est important, mais le rêve à partir de la science, je pense que c'est tout aussi important. Et je pense que c'est ce qui pousse les scientifiques à vouloir justement aller toujours plus profond ou toujours plus loin. Voilà. Je vais essayer de finir aussi sur une note super positive. Non, je n'y arriverai pas. Non, je crois aussi en la pédagogie, la collaboration, la création et je crois du coup beaucoup à la médiation scientifique. Et je pense vraiment aujourd'hui que si on en est là à parler de ce type de questions, à les aborder une nouvelle fois encore, c'est pas parce qu'on a un manque d'informations sur les sciences, c'est pas non plus parce qu'on a un manque d'informations sur la fausse science ou les pseudosciences. Je pense que c'est parce que on a des informations scientifiques et le travail de la médiation, vraiment on voit des nouveaux formats et moi je trouve ça fascinant, des jeux sérieux, etc. Mais souvent c'est pour nous donner des informations scientifiques mais pas nous donner des informations sur comment la science fonctionne. Alors, j'en ai peut-être un peu trop dit aujourd'hui, mais je pense que vraiment c'est le manque à combler, peut-être dans la médiation scientifique, des choses nouvelles à développer sur ce point, de mieux expliquer comment la science fonctionne, parce que déjà on n'imaginerait plus des certitudes. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à tous, merci à vous. Ouais, merci pour vos interventions. Alors, juste 2-3 mots encore, donc pour vous dire que le bar va ouvrir, pour vous désaltérer un peu après tous ces propos. Autre chose aussi, n'oubliez pas la librairie derrière, si vous avez envie de compléter un peu votre bibliothèque par beaucoup de livres intéressants. Troisième chose, il y a un chapeau qui va circuler aussi. Pour permettre que ce genre d'événement puisse avoir lieu encore et encore. Et
dernière petite chose, Stéphanie Debray avait envie... Ouais. Alors, avait envie, c'est une jeune docteure, enfin, ça fait 1 an, c'est ça? Vous avez soutenu votre thèse. Et donc, elle va vous expliquer une petite chose qui vous implique, vous, public. Oui, j'ai soutenu ma thèse l'année dernière en décembre et le mois prochain, à l'Université de Lorraine, en fait, on fait la cérémonie de docteur et il y a aussi la remise du prix de thèse. J'y crois un petit peu. Et on nous demande de faire une vidéo un peu originale où on porte notre écharpe de docteur. Et comme j'aime beaucoup la médiation scientifique et que j'ai envie que les sciences, elles se rapprochent des gens, voilà, j'avais envie de prendre ma photo d'écharpe devant vous, un peu comme dans un concert, vous savez, comme si j'étais une superstar. Donc elle va se jeter dans le public, soyez prêts à la porter. Est-ce que ça dérange personne? Est-ce que vous êtes partant? Vous pouvez faire une hola, vous pouvez... Merci beaucoup. Je veux bien que tu me filmes. Je vais la mettre et puis tu sais, on verra bien.